Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre épisode de l'actualité en santé. On s'essaie dans la case horaire du lundi soir. Je dois dire que j'ai reçu des nouvelles durant le week-end et je ne me sentais pas à l'aise de partir le direct ce matin sans avoir tenu compte des nouvelles informations. Alors, c'est pour ça que j'ai déplacé l'horaire. Et finalement, je me rends compte que peut-être que c'est préférable comme ça, et pour moi et pour vous, qu'on se rencontre en soirée comme on le fait pour les santé sans censure. Alors, on commence ça officiellement. L'actualité en santé, c'est une émission hebdomadaire où je vous partage les nouvelles de l'actualité analysées dans mon angle naturopathique, anthropologique. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée, également formée en anthropologie médicale, et c'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous mon information, mes connaissances, mais aussi mes analyses critiques scientifiques et toujours sans censure, que ce soit dans le cadre de Santé sans censure ou l'actualité sans censure. Alors, normalement, le format de l'actualité sans censure, c'est plus format de nouvelles avec plusieurs thématiques par émission, mais vous savez sûrement qu'il se passe des choses très importantes en ce moment au niveau de potentielles épidémies et même pandémies. Alors, j'ai décidé de dédier l'émission au complet à ce sujet. Vous avez peut-être entendu au cours des derniers jours qu'il était question d'une nouvelle épidémie ou à tout le moins de nouvelles éclosions d'une soi-disant euh, pneumonie étrange, non diagnostiquée, qui affecte particulièrement les enfants en Chine, surtout dans le nord de la Chine. Et ça a suscité toutes sortes de réactions au niveau international. Alors, j'ai décidé d'aller fouiller un petit peu la thématique et de vous faire part de mes découvertes en réalité. Et vous allez voir, on va faire une petite gymnastique de géopolitique ce soir. Prenez le temps de vous installer comme il faut et de rester concentré avec moi. Éteignez les autres appareils parce que on va quand même aller faire des connexions assez intéressantes. Alors, tout d'abord, mise en table, la Chine se prépare à sa première saison hivernale complète depuis qu'elle a levé les restrictions strictes liées à la COVID en décembre de l'année dernière. Donc, ça, c'est un point super important parce que on doit comprendre quand on a gardé les gens en situation d'isolement avec un paquet de mesures telles qu'on les a connues. La Chine avait des mesures évidemment très strictes et les a levées après tout le monde. Ça fait même pas un an, donc, que c'est levé. Alors, il faut comprendre qu'entre-temps, il y a eu le retour en classe au mois d'octobre et que dès le mois d'octobre, on a vu apparaître ces fameuses infections respiratoires chez les enfants, mais partout dans le monde, quand il y a eu la levée des mesures, il y a eu une espèce d'effet rebond parce que particulièrement au niveau des enfants. Imaginez les enfants qui ont été gardés à la maison, qui n'ont pas eu la chance de construire leur système immunitaire comme c'est normalement le cas. Hein. On construit beaucoup notre immunité de 0 à 7 ans au contact des autres enfants. C'est pour ça que les enfants font des maladies infantiles parce qu'ils construisent toute cette branche du système immunitaire qu'on dit qu'on acquiert parce qu'on a un système immunitaire inné, qui est comme la barrière physique qui est la peau, notre production d'acide chlorhydrique dans l'estomac, on a une immunité qui est innée et non spécifique, mais il y a une immunité qui est acquise aussi au fil de notre exposition à différents pathogènes, des virus, des bactéries, des mycoplasmes, toutes sortes de trucs dans notre environnement. Alors, on construit notre immunité. Alors, imaginez les enfants qui donc n'ont à peu près pas été en contact avec personne au cours des dernières années, eh bien évidemment, lorsqu'on enlève ces barrières et là, ils retournent à l'école et commencent à se réunir ensemble, eh bien c'est comme si les maladies qu'ils n'avaient pas eues au cours des 2, 3 dernières années vont apparaître. Donc, dans tous les pays, lorsqu'il y a eu une levée des mesures, levée des mesures, des belles contractions, on a assisté à une espèce de rebond ou d'émergence
de maladies infectieuses. Alors, ce n'est pas unique à la Chine. Ce qui est unique, c'est qu'ils ont eu les mesures plus longtemps, puis ils les ont levées, puis c'est comme la première rentrée scolaire de ces enfants-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait prévoir et il ne semble pas, à l'heure actuelle, que le taux de ces infections soit outre ce à quoi on pouvait s'attendre, tenant compte du fait qu'ils viennent de lever les mesures et que les enfants viennent de faire leur entrée à l'école. Donc, plusieurs pays ont connu ça, rien de spécial. Par contre, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu une demande de la part de l'OMS pour obtenir plus d'informations sur cette fameuse recrudescence des maladies respiratoires et des groupes de pneumonie qu'on trouve chez les enfants en Chine. Et cette demande de l'OMS, elle a alerté le monde entier. Mais pourquoi ça a alerté le monde entier? Bien, c'est parce que, évidemment, les médias, grand public, se sont emparés de cette nouvelle. Alors, depuis, évidemment, qu'on a connu la pandémie, les gens sont très méfiants de ce qui se passe en Chine. On n'a pas tellement confiance non plus dans les autorités chinoises pour nous révéler la vérité parce qu'on comprend bien qu'il y a des conséquences économiques à annoncer au monde entier qu'on a des infections à grande échelle et qu'on a peur qu'il y ait des sanctions, qu'on ferme les frontières à nos voyageurs, à nos produits. Donc, un pays doit y penser à deux reprises avant d'annoncer ça. Alors, on peut comprendre que la Chine n'a peut-être pas révélé l'information aussi rapidement qu'elle aurait dû. C'est d'ailleurs ce que reprochait Donald Trump à la Chine et au fait que l'OMS n'aurait pas été assez sévère envers la Chine et à forcer les autorités chinoises à cracher le morceau, comme on pourrait dire. Eh bien, c'est sur cette base que Donald Trump avait retiré son appui économique, l'appui des États-Unis à l'OMS, et c'est ainsi que euh, notre ami Billy Boy s'est retrouvé étant à ce moment-là le principal contributeur financier à l'organisation en question. Je vais faire attention aux mots parce que suite à mon Santé sans censure de vendredi dernier où j'ai parlé de la viande Frankenstein et donc de différents acteurs dans ce milieu, j'ai reçu une sanction le lendemain matin à mon réveil de la part de Facebook. Donc, je vais faire attention avec les termes. De toute façon, on parle le même langage, je sais que vous comprenez. Et en passant, pour tous ceux qui aimeraient avoir mes documents de recherche, donc mes documents de contenu avec tous mes liens de recherche, c'est possible de les avoir en adhérant à mon membership. Vous m'envoyez un virement de 50 pour l'année, info@naturopathe.ca, mot de passe naturopathie, tout simplement parce que je ne peux pas mettre ces mots et ces liens dans l'entête de mes lives parce que je suis immédiatement la cible de l'intelligence artificielle. Je suis déjà extrêmement shadow bannée, je n'ai presque plus de vues, donc je vous demande aussi, s'il vous plaît, de partager mes lives, d'aller aimer ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications lorsque j'entre en ondes ou que j'ai du nouveau contenu parce que Facebook ne le fait plus. Alors, ce que je disais, c'est qu'on peut comprendre le fait que les autorités chinoises ont été peut-être un peu tièdes et un peu lentes à révéler la vérité la dernière fois, mais en même temps, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, euh, avait-il vraiment tort lorsqu'il nous disait que c'était pas particulièrement mortel et tout ça? Ben, on sait ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc, à cause de ça, ben, les gens à l'international sont un petit peu frileux lorsqu'ils entendent que quelque chose se passe en Chine. Ils ne croient pas nécessairement OMS Chine ou les autorités chinoises. Et donc, la communauté internationale a demandé à l'OMS d'aller voir qu'est-ce qui se passait en Chine. Et l'OMS est revenue sur la base d'OMS Chine et tout ça en disant, elle a envoyé même un courriel à Reuters. Et si vous lisez Reuters, vous trouvez les mêmes informations que le New York Times, The Guardian, puis toutes les autres. Hein. Vous voyez qu'il y a vraiment des communiqués de presse qui sont diffusés à grande échelle, puis tout le monde dit la même chose. C'est pour ça qu'on vous dit toujours qu'il y a en réalité 6 compagnies qui sont propriétaires de 95 de tous les médias. Alors, les messages sont évidemment concertés et de plus en plus, puisque tous les pays sont en train de se doter de règlements sur la censure Internet et on en apprend tous les jours
par rapport au rôle de l'État, entre autres de l'État américain, qui a collaboré avec les GAFAM, avec les Big Tech pour censurer notre information. Donc, au-delà des Twitter Files, il y a d'autres scandales. Je vous ferai une émission complète sur la censure. Mais bon. Alors, OMS Chine a déclaré à Reuters que les autorités sanitaires chinoises ont indiqué que les chiffres actuels qu'elles observent ne sont pas supérieurs au pic de la saison froide la plus récente avant la pandémie. Donc, on est de retour à des chiffres normaux d'une rentrée scolaire et puis là, on rajoute l'effet rebond. Puis, au-delà du fait que les chiffres sont quand même normaux, ce que nous disent les autorités sanitaires, donc l'OMS et les autorités chinoises, c'est qu'il n'y a aucun agent pathogène inhabituel, il n'y a pas de nouveaux virus, pas de nouvelles bactéries. Selon l'OMS et les médecins et les chercheurs en santé publique, il n'y a aucune raison en réalité de sonner l'alarme à l'international. Alors, eux autres aussi nous disent que les données suggèrent que l'augmentation est liée à la levée des restrictions associées à la maladie en C, ainsi qu'à la circulation d'agents pathogènes connus tels que Mycoplasma pneumonia, une infection bactérienne courante qui touche généralement les jeunes enfants et qui circule depuis mai, qui a juste été accentuée par la rentrée scolaire. Alors, le mycoplasme, ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire selon l'OMS, et elle était en hausse au cours des 2 derniers mois, mais elle semble maintenant redescendre. Ce n'était pas unique à la Chine. On en a vu apparaître ailleurs. Et donc, c'est de l'aveu même de Maria Van Kerkhove, qui est la responsable technique de la lutte contre la maladie en C au sein de l'OMS. Donc, il y avait du mycoplasme. Ça touche souvent les enfants, le mycoplasme. On en a vu. Moi, j'ai travaillé sur une mission humanitaire à Cuba quand on a eu le début du chikungunya. Donc, les autorités cubaines avaient fait appel à un groupe d'homéopathes de Terre sans frontières au Québec avec lesquels ils collaborent depuis un temps, dont je faisais partie. Et donc, les Cubains nous avaient appelés pour nous demander de venir voir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'homéopathie concernant le chikungunya, s'appuyant sur d'autres expériences très positives qu'ils avaient eues avec l'homéopathie dans les cas des épidémies. Donc, on était allés et on essayait donc de concocter un remède homéopathique, une espèce de vaccin en prophylactique en homéopathie, donc en prévention, pour le chikungunya. Et ce qui était très intéressant, on ne connaissait pas tant de choses par rapport au chikungunya à ce moment-là, c'est que les autorités cubaines nous avaient sorti la map des cas d'infection qui semblaient suivre l'autoroute. Alors évidemment, on s'est dit, bon, peut-être une route de distribution, chikungunya est transféré par les moustiques notamment, donc peut-être des fruits qui viennent de la montagne qui ont été transférés le long de l'autoroute nationale. On a passé des heures et des heures à élaborer toutes sortes d'hypothèses. Et dans l'équipe, il y avait avec nous une homéopathe qui avait participé à la campagne de vaccination homéopathique à Cuba suite au H1N1. Et à un moment donné, elle a cliqué que la route suivait aussi les cliniques parce que les vaccins homéopathiques avaient été distribués aux mêmes endroits que les quelques vaccins conventionnels que les Cubains avaient réussi à obtenir malgré l'embargo dont ils font l'objet depuis la Révolution cubaine de 1959. Donc, les cas de chikungunya suivaient la même route où les cliniques avaient été établies. Donc, là, il y avait deux options. Soit le vaccin homéopathique qui avait été concocté prédisposait ou protégeait en réalité les individus du chikungunya, ou encore le vaccin conventionnel avait prédisposé la population qui avait reçu ces vaccins-là à être plus fragile au chikungunya. Donc, après vérification, les Cubains qui n'avaient pas grand-chose d'informatisé, mais qui sont des super teneurs de statistiques, nous sont venus en nous confirmant qu'effectivement, les gens qui avaient décédé à ce moment-là, il y avait comme 249 décès associés au chikungunya. Et évidemment, comme Cuba vit essentiellement du tourisme,
il fallait contrôler cette épidémie pour ne pas que ça s'étende à la population générale et qu'ils doivent fermer les frontières pour préserver la santé des touristes. Donc, c'était très important qu'on trouve un remède et rapidement. Et ce qui s'est passé, en fait, je suis rendue loin dans une autre histoire, mais vous allez voir la pertinence. Alors, il a été avéré que les gens qui avaient été affectés, donc qui étaient décédés du chikungunya, étaient des gens qui avaient reçu le vaccin conventionnel. Alors là, on s'est mis à décortiquer qu'est-ce qu'il y avait dans le vaccin conventionnel qui pourrait avoir un lien, tout ça. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le vaccin contre le H1N1 avait été fabriqué à partir de cellules porcines et le porc est un porteur naturel du mycoplasme. Donc, le mycoplasme est très présent chez le porc et donc, ce qu'on a vu, c'est que les gens qui avaient reçu le vaccin conventionnel étaient donc potentiellement, hypothétiquement, porteurs de ce mycoplasme et que ça avait fragilisé leur terrain par rapport à l'épidémie de chikungunya, ou en tout cas le petit noyau d'épidémie qui débutait. Alors, c'est comme ça que j'ai été introduite à l'importance des mycoplasmes pour notre santé. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, vous allez voir qu'on peut penser que peut-être, ne connaissant pas, vous savez qu'en Chine, ils ont fabriqué leur propre vaccin pour la pandémie et que c'était des vaccins conventionnels. Ce n'était pas des vaccins à ARN messager. Et donc, potentiellement, je n'ai pas la composition du vaccin chinois, évidemment. Mais si, comme dans le cas du H1N1, il y a quelque chose qui a été cultivé chez les porcins, c'est possible qu'il y ait donc une prévalence de ce mycoplasme dont les enfants sont présentement affectés. Un autre facteur très important à considérer, vous savez que dans le cas de la pandémie, il y a une corrélation directe entre la carence en vitamine D et l'intensité des symptômes et la prévalence des décès chez les personnes qui étaient touchées par le virus en C. Donc, il y a aussi un autre facteur vitaminique qui prédispose la population d'enfants chinois, particulièrement du nord de la Chine, à des infections respiratoires, parce que les pays nordiques peuvent évidemment être plus carencés en vitamine D, c'est l'hiver, donc possiblement carence en vitamine D, mais carence en vitamine A aussi. Donc, on le sait parce qu'il y a des études épidémiologiques qui démontrent que c'est une population d'enfants qui souffrent de carence en vitamine A. La vitamine A, évidemment, est un antioxydant très important pour notre système immunitaire au sens large, mais aussi pour la protection de nos muqueuses, dont les muqueuses respiratoires. Alors, il y a possiblement un facteur vitaminique qui pourrait expliquer que ces enfants-là ont développé particulièrement ce type d'infection par rapport à des enfants chez nous en Amérique du Nord où les carences en vitamine A sont beaucoup plus rares. Les carences en vitamine D sont prévalentes, mais pas tant. C'est plus des carences qu'on va trouver dans les pays plus pauvres où ils n'ont pas une grande abondance de diversité d'aliments. Donc, en Chine, ils ont présentement cette pneumonie qu'on peut relier peut-être à des enfants qui ont été injectés. C'est des hypothèses, hein. Je n'ai pas toutes les informations, c'est le gouvernement chinois. Vous comprenez qu'ils ne m'ont pas appelé pour m'envoyer leur rapport et le contenu de leur injection. Mais c'est des hypothèses plausibles basées sur mon expérience et sur d'autres épidémies. Alors, possiblement carence en vitamine D, en vitamine A, effet rebond suite à la levée des mesures, mais aussi possiblement prédisposition d'un terrain où le mycoplasme peut proliférer, peut-être suite au type d'injection qu'ils ont reçu là-bas en Chine, les enfants. Donc, ça serait intéressant aussi de savoir si ces enfants-là ont reçu une injection et si elle contenait des trucs porcins. Alors, en Chine, il y a donc ces pneumonies à mycoplasme. Il y a de la grippe, il y a des virus respiratoires syncytales et de l'adénovirus depuis le mois d'octobre. Donc, des infections normales, très cohérentes, très plausibles avec leur situation spécifique à eux en ce moment et des taux, somme toute, pas particulièrement élevés, pas particulièrement préoccupants. Alors, suite à ça, l'OMS, qu'est-ce qu'elle leur dit? L'OMS recommande 3 choses aux Chinois. Je vais vous les nommer, puis on va aller les décortiquer après. Le port du masque,
Recommandation numéro 1 de l'OMS aux Chinois, distanciation sociale et se faire vacciner. Ben, se faire vacciner contre quoi? Il y a pas d'injection contre des pneumonies. De toute façon, ce type de pneumonie à mycoplasme est une pneumonie de laquelle, normalement, on sort rapidement. C'est ce qu'on appelle des walk-in pneumonies, donc des pneumonies qui, en général, ne vont pas susciter que les gens soient hospitalisés ou alités. Donc, il n'y a pas vraiment de vaccin. Donc, l'OMS leur dit, mettez un masque, distancez-vous, puis faites-vous injecter. On ne sait pas contre quoi, là, peut-être l'adénovirus, peut-être la grippe. Faites-vous vacciner. On ne sait pas quel vaccin, là, mais en tout cas, faites-vous injecter quelque chose, masquez-vous, puis restez loin les uns des autres. Quand même assez hallucinant, là, que cette entité qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé, qui reçoit des millions en financement par année de la part de 194 pays, puis du financement privé, genre la Fondation Bill et Melinda, blabla, qui ont démontré une totale incompétence dans la gestion de la pandémie. C'est encore eux autres qu'on fait appel. Là, ils disent, bon, en tout cas, ça n'a pas l'air grave, là. Puis de toute façon, masquez-vous, distancez-vous, puis faites-vous injecter quelque chose. La part du masque. Là, à un moment donné, il va falloir comprendre qu'il y a quelqu'un, soit qui ne fait pas sa job, tout simplement, soit qui est mal intentionné, soit qui ont d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec notre santé, parce que ça se peut pas là, que Chantal Dumas, naturopathe agréée, chercheur indépendante, trouve l'information et que l'OMS ne la trouve pas. Là. Ils ont une panoplie de scientifiques sur le payroll à plein temps. Moi, je fais ça. Je fais de la recherche au travers essayer de gagner ma vie puis résoudre mes problèmes dominicains. Puis j'ai accès à l'information que l'OMS n'a pas accès. C'est un problème quelque part. Alors, le port du masque. Comment ça se fait qu'à l'autre de 2024, après ce qu'on a vécu, puis des études comparatives entre des pays qui les ont portés et des pays qui les ont pas portés, on a tous ces résultats-là. Comment ça se fait que l'OMS ose encore recommander le port du masque? Vous allez voir, ça va encore plus loin que ça. Là, on commence. Alors, selon une étude publiée dans le Cochrane Library le 30 janvier 2023, le Cochrane Library, c'est la bibliothèque, on va dire, en ligne, là, évidemment, officielle du milieu médical. Donc, c'est là qu'on archive toutes les recherches, puis on épluche la Cochrane Library pour faire ce qu'on appelle des méta-analyses, donc des études d'études. Donc, une étude, tout ce qui est de plus officiel, publiée le 30 janvier 2023, nous dit que le port du masque, autant les médicaux que chirurgicaux, par rapport à l'absence de masque dans la communauté, là, on ne parle pas d'un milieu hospitalier, c'est ce qu'on vous dit depuis le début, professeur Rancourt et moi et plein d'autres, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. On ne parle pas de l'utilité du masque antibactérien dans une salle d'opération qui est appliqué correctement, qui est utilisé une seule fois, qui est enlevé, qui est mis par quelqu'un d'autre après les mains désinfectées. Non, ça fait la job. On parlait du port du masque dans la communauté pour se prémunir contre un virus qui est des centaines de fois plus petit que des bactéries. Alors, ce que vient dire la méta-analyse publiée dans le Cochrane Library récemment, c'est que le port des masques médico-chirurgicaux par rapport à l'absence de masques dans la communauté suggère probablement peu ou pas de différence dans l'interruption de la propagation du syndrome grippal et maladie en C. Pas moi qui le dis, là. Ben oui, je le disais. Mais là, une étude qui a été publiée là, une étude d'études publiée dans le Cochrane Library. Donc, comment ça se fait que même si on a ça, tu as l'OMS qui vient dire aux Chinois, masquez-vous. Non seulement c'est pas efficace, mais il y a des effets secondaires associés à ça. Je vais vous en nommer quelques-uns. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est référencé scientifiquement. Comme je vous disais, si vous voulez les références simplement à Dero Membership, je vais vous les faire parvenir avec beaucoup de plaisir.
Donc, parmi les effets secondaires, ben, le faux sentiment de sécurité, ça, on en a parlé souvent. Donc, des fois, les gens se sentent protégés avec le masque, qui fait qu'ils vont peut-être faire moins attention au lavage des mains, qui ça, oui, est une méthode qui a démontré son efficacité, pas juste par rapport au virus, mais aux bactéries et tout ça. Donc, le lavage de main est important. Et donc, si on se sent plus en sécurité, peut-être qu'on s'approche plus, peut-être qu'on se lave moins les mains. Donc, c'est un des effets secondaires. L'utilisation inappropriée. On a tous vu des gens qui accrochaient leur masque dans leur voiture, qui ramassaient des bactéries avec ça. La parole, la quantité et le débit, là, le volume, est affecté par le port du masque. Donc, des fois, les gens, parce qu'ils sont masqués et ils ne peuvent pas lire sur les lèvres en même temps, ben, ils s'approchent plus proches pour se parler et donc, ça va faire qu'ils se mettent en réalité plus à risque. Les masques rendent la respiration plus difficile. Donc, il y a une fraction du dioxyde de carbone qui est réabsorbée et donc à chaque cycle, à chaque fois, il y a un petit morceau qu'on recycle en réalité. Et en plus de ça, ça va affecter la profondeur de nos respirations. Et les deux phénomènes conjugués vont faire qu'on risque de rejeter encore plus d'air. Et donc, si on est infecté, ça veut dire qu'on peut rejeter plus de particules virales en même temps, donc augmentant le risque de propagation. Les masques créent un habitat humide très favorable au SARS-CoV-2, mais au virus en réalité. Donc, favorise qu'il y ait plus de virus qui prolifèrent et donc, ça peut faire qu'on combattait la charge virale, mais que là, il y en a tellement parce qu'on les a enfermés dans le masque qui garde les gouttelettes d'humidité qu'en réalité, on augmente la charge virale. Et là, je ne rentre même pas dans toute la question d'affecter le langage et tout ça, parce que ça aussi, on sait que ça a eu un impact. Donc, c'est pas juste que ça donne rien, c'est qu'il y a carrément des effets négatifs associés à ça. Et à l'aube de 2024, tu as une entité comme l'OMS qui dit encore aux Chinois, masquez-vous. Vous avez tous les gouvernements des pays qui capotent là, avec le fait qu'il y a des infections, il y a des pneumonies en Chine. Ils l'appellent la pneumonie mystère. Il n'y a pas de mystère, là. C'est une pneumonie à mycoplasme. Les Chinois nous le disent. On n'a pas de raison à l'heure actuelle de ne pas les croire. Tu sais. Donc, bref, les gouvernements de différents pays recommandent à leur population de se masquer. Alors, il faut se demander c'est quoi qu'ils ont à gagner, à part le fait de vendre des masques, de recommander encore qu'on se masque, quand toutes les preuves par A plus B sont là que non seulement c'est pas efficace, mais par différents mécanismes, ça peut augmenter l'infection et la propagation. Donc, est-ce qu'on est en droit de se demander comme population si l'information est là, si Chantal est capable de la trouver, qu'elle a les liens cliniques qu'elle peut partager, comment ça se fait que les autorités ne lisent pas les mêmes études que moi? Moi, je n'ai pas une passe secrète pour aller dans des librairies de l'armée. Là. Je suis une citoyenne normale. Donc, comment ça se fait qu'eux autres continuent de recommander une mesure qui non seulement est inefficace, mais en plus augmente potentiellement les risques d'infection et de propagation. À moins que peut-être c'est ça qu'on veut. Ça, c'est mon hypothèse. Je n'ai rien pour appuyer ce que je dis. Mais il faut sérieusement s'interroger comme citoyen, comme population, dire, mais comment ça se fait que les études sont là dans des revues officielles, dans des bases de données officielles comme le Cochrane Library, mais que l'OMS puis les gouvernements continuent à recommander non seulement des mesures inefficaces, mais qui aggravent le potentiel d'infection et de propagation. Deuxièmement, la distanciation sociale. Une autre mesure qui est inefficace, et ça, on le sait depuis mai 2020. Donc, ça veut dire que depuis le mois de mai, jusqu'à temps qu'on a levé les mesures, ce qui veut dire au moins 2 ans et demi dans la plupart des pays, on a continué de dire aux citoyens d'observer la distanciation sociale, alors qu'on a une étude qui date de mai 2020 qui nous dit que ça ne servait à rien. Non seulement ça ne sert à rien, mais il y a d'autres études qui sont venues déjà dans la même année qui nous ont dit, attention, non seulement ce n'est pas efficace, mais ça modifie le mode de vie et nos comportements. Et en raison de la distanciation sociale, on a diminué la pratique d'activité physique et de l'exposition au soleil. Donc, du potentiel de générer de la vitamine D dans notre corps qui nous protège des infections respiratoires, dont la maladie en C. Augmente la prise de poids.
On nous a dit depuis le début que le surpoids était un facteur de comorbidité important pour la maladie en C. Pourtant, on nous demande de respecter l'isolation, à domicile, les quarantaines et tout ça. Alors, on nous prive de vitamine D, d'activité physique. On sait que l'oxygénation, c'est important pour se protéger aussi. Et il y a eu une prise de poids. En plus de ça, ça affecte la qualité du sommeil. Mais on nous dit, regardez la conclusion de l'étude, ça ne s'invente pas, là. Du côté positif, ça ne servait à rien. Hein, pas d'exposition au soleil, pas d'activité physique, on prend du poids, on ne dort plus. Mais ça a réduit le taux de criminalité et les dommages environnementaux. Hein, combien de fois on se les fait chanter, celle-là, que finalement, regardez, quand vous êtes confiné à votre domicile et que vous êtes en télétravail, ça a réduit le smog et la pollution environnementale. La plus récente stratégie pour nous faire adopter tout ce qu'ils veulent qu'on fasse, là, hein, la planète qui est en feu. Alors, ça n'a servi à rien, là, la distanciation, même ça a causé plein de problèmes qui nous rendent plus susceptibles à la maladie, mais à moins de crimes puis moins de dommages environnementaux. Puis ça nous dit aussi qu'il y aurait de meilleurs liens sociaux et familiaux. Je ne sais pas comment le fait d'être isolé, ça a amélioré nos liens sociaux et familiaux, là, parce qu'il y a plein d'études qui nous démontrent le contraire. Mais donc, c'est ce qu'ils nous disent dans les études. Alors là, 3 mesures. Mettre des masques qui ne réduisent pas la propagation de l'infection, qui augmentent les risques. Distanciation, qui ne réduit pas la propagation de l'infection, qui augmente les facteurs de risque de comorbidité. Puis le troisième, se faire injecter. Mais se faire injecter contre quoi? Se faire injecter contre la maladie en C, mais on sait que cette injection-là non plus ne servait à rien et est maintenant reconnue comme un facteur prédisposant pour être infecté au variant. Donc, les 3 mesures que l'OMS propose sont en réalité des mesures non seulement efficaces, non seulement pas efficaces, mais des mesures qui potentiellement augmentent les risques d'infection et de propagation. Alors, c'est un petit peu difficile pour moi, qui a trouvé cette information-là relativement facilement, de penser que des entités payées à plein temps, supposément pour nous protéger, les ont pas trouvées, continuent à recommander ça. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce que ça cache potentiellement. Donc, cette folie-là de la panique chinoise a suscité de la part des sénateurs, de 5 sénateurs américains, c'est ça qui est rentré durant le week-end que je n'avais pas eu le temps de décortiquer. Je voulais m'assurer du bien fondé parce que c'est un document qui circulait sur Internet et je voulais aller à la source. Donc, 5 sénateurs demandent une interdiction de voyage. J'avais préparé des diapositives pour les présenter. Je n'ai pas eu le temps de m'adapter pour les faire. Donc, les membres auront ça à leur disposition, mais pour les prochaines actualités sans censure, je vais essayer d'avoir des petites diapositives où je peux vous montrer les études. Là, ça va faire plus officiel. Donc, les 5 sénateurs républicains dirigés par Marco Rubio ont demandé vendredi à l'administration du président Joe Biden d'interdire les voyages entre les États-Unis et la Chine. Et là, évidemment, c'est des républicains, puis là, ils disent à Biden, tu te rappelles, quand c'était la maladie en C, tu as critiqué Trump pour avoir demandé l'arrêt puis d'avoir reproché à l'OMS d'avoir trop attendu pour révéler l'information puis que ça aurait pu protéger les Américains, tout ça. Alors, commets pas la même gaffe. Tu as vu que Trump avait raison. Suspends les vols entre les deux pays. Et un des arguments qui est amené par les 5 sénateurs, dont Marco Rubio a le lead, il nous dit que le Parti communiste chinois, le PCC, a une longue histoire de mensonges sur les crises de santé publique. Bon, c'est pas faux, là. C'est sûr qu'on sait que le PCC a éliminé des journalistes, a éliminé des scientifiques, présumément, évidemment.
Ils contrôlaient complètement le narratif. Personne ne pouvait rien publier qui n'avait pas été autorisé par les autorités, tout ça. C'est un pays totalitaire, tu sais. Tranquillement, on s'en va vers ça, mais eux, c'est déjà en place. Et donc, c'est pas faux de dire là, qu'ils nous ont menti pour les raisons que j'expliquais plus tôt. Mais ça prend quand même du culot, comme Américain, de dire que, ouais, mais tu sais, ils ont une longue historique de mensonges, alors que les Américains ne sont pas exactement exonérés de mensonges dans cette histoire de maladie en C. Dernièrement, on a eu un sous-comité spécial sur la pandémie qui a tenu une audience intitulée Enquêter sur les origines de la maladie en C pour recueillir des faits sur l'origine du virus. Et le docteur Robert Redfield, un ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Donc, techniquement, je pense qu'il se trouvait à être le boss de Fauci, si ma mémoire est bonne. Et il a témoigné que la science indique que les infections à la maladie en C étaient probablement le résultat d'une fuite accidentelle du laboratoire de W. Moi, j'en ai parlé dès mars 2020. La première présentation que j'ai faite sur le sujet, j'en avais parlé parce qu'on avait juste à remonter les liens des budgets d'études qui avaient été alloués, tout ça, et on arrivait directement à l'eau. Donc, des gens comme moi en parlent depuis mars 2020. On s'est fait traiter de tous les noms. Et on a maintenant l'ancien directeur de la CDC qui vient dire de toute évidence, c'était ça. Vous vous rappelez comment on a traîné Feu Docteur Montagnier dans la boue pour avoir dit la même chose. On a dans cette même audience Nicolas Wade, qui est l'ancien rédacteur en chef de la science et de la santé au New York Times et ancien directeur en chef de Science and Nature, donc des revues très crédibles. Il a témoigné dont la façon dont les docteurs Fauci et Collins ont utilisé des données non vérifiées pour rejeter la théorie de la fuite de laboratoire en faveur d'une transmission naturelle. Ils avaient des données, mais évidemment, ils n'avaient pas avantage à le dire parce que les États-Unis avaient supposément arrêté toutes les recherches sur les gains de fonction sur les virus, mais on avait passé ça en douce à la Chine en leur donnant de l'argent parce que c'est trop dangereux pour faire ça aux États-Unis. On va le faire par les Chinois. Donc, évidemment, on ne voulait pas trop révéler ça. Ce n'était pas l'avantage du gouvernement chinois de débruiter non plus qu'il y avait eu une faille à ce niveau-là, intentionnelle ou pas. Là, on n'a pas, il n'y a rien à l'heure actuelle qui peut nous dire si ça a été relâché intentionnellement ou pas. J'aurais tendance à dire que oui, intentionnellement, quand on regarde le calendrier avec le retrait des médicaments, le médicament en H et le médicament en I, qui est arrivé au mois d'octobre 2019, donc juste avant tout ça, j'ai tendance à opter pour le fait que ça a été une fuite intentionnelle, mais je n'ai pas les preuves de ça. Mais donc, Fauci avait des intérêts financiers directement dans ce labo, était impliqué directement dans la recherche sur les gains de fonction. Donc, ils nous ont menti tout le long. Et maintenant, ça sort. Et ça sort aussi que les médias grand public ont été complètement complices. Ils ont minimisé, même nié la théorie scientifique selon laquelle la maladie en C a émergé du laboratoire en W. Alors, maintenant qu'on comprend un peu tout ça, on va aller voir pourquoi l'OMS, qui a en réalité été le facteur qui a déclenché cette espèce de panique à l'international, le fait que l'OMS a demandé plus d'informations sur les épidémies en Chine. Bon, quand on est naïf et qu'on donne le bénéfice du doute aux coureurs, on se dit, ben, ils ont eu vent, peut-être qu'il y a des lanceurs d'alerte, des médecins à l'interne dans les hôpitaux du nord de la Chine qui ont peut-être communiqué l'information à l'OMS ou ça a dû arriver d'une source crédible. Ce qu'on apprend,
entre autres dans Reuters, mais on peut trouver aussi l'information ailleurs. Reuters nous dit que l'OMS a demandé à la Chine de fournir plus d'informations sur 2 bases. La première, c'est les médias et les médias sociaux. C'est incroyable, l'OMS qui veut, grâce à son traité des pandémies, prendre le contrôle de la planète. Donc, l'OMS prend pas son information des spécialistes, des médecins dans les hôpitaux du nord de la Chine. L'OMS prend ses informations des médias sociaux et des médias. Mais les médias, on le sait, là, c'est des outils de propagande de l'État. Les médias, c'est plus des sources d'information indépendantes. Mais depuis quand les médias font les nouvelles? Les médias, la job, c'est supposé d'être des communiqués, les nouvelles, c'est pas supposé d'être les sources d'information de l'OMS. Sérieusement, gang? L'OMS a demandé de l'information à la Chine parce qu'il y avait des posts sur les médias sociaux et dans les médias. Et ça, c'est Reuters, supposément officiel, qui nous dit ça. Alors, certains utilisateurs des médias sociaux ont publié des photos d'enfants recevant des perfusions intraveineuses à l'hôpital. Peut-être des injections de vitamine C à haute dose. La Chine était un des endroits qui a testé les perfusions de vitamine C à haute dose durant la pandémie. Ah, pas le Canada et les États-Unis. Ben non, nous autres, on a juste les injections, là. Les Big Pharma, la vitamine C, c'est pas assez cher, on ne peut pas en profiter, tu sais. Fait qu'il y a juste la Chine, avec des résultats super intéressants. J'en ai parlé dans plusieurs des formations que j'ai faites. Donc, des enfants, des photos d'enfants qui reçoivent des perfusions, ces médias sociaux. C'est ça la source d'information de l'OMS. Des médias de ville, comme la ville de Xi'an, dans le nord-ouest du pays, ont publié des vidéos d'hôpitaux surpeuplés. Ils venaient peut-être chercher leur injection hivernale. Ça veut dire quoi, des photos sur les médias sociaux puis des vidéos? Et c'est ça qui a attisé les inquiétudes quant aux pressions potentielles sur le système de santé. Méchante paranoïa. Alors, première chose qui a attiré l'attention de l'OMS, médias et médias sociaux. Et l'autre, qui est au moins tout aussi intéressant, un rapport de ProMed. ProMed, moi, ça fait quinzaine d'années que je fais de la recherche dans le milieu de la santé, que je m'intéresse aux dynamiques de pouvoir. Je n'avais jamais entendu parler de ProMed. Mais là, ils nous disent ça comme si on est supposé de connaître ça, ProMed. Là. OK? Et ProMed, c'est le programme de surveillance des maladies émergentes sur les clusters de pneumonie non diagnostiqués chez les enfants. Une pneumonie non diagnostiquée. Moi, j'ai une grossesse non diagnostiquée. Sérieusement, un système de surveillance des pneumonies non diagnostiquées. C'est pas diagnostiqué, c'est quoi? Une nouvelle sorte de pneumonie, ça, la pneumonie non diagnostiquée? Donc, EproMed est une branche de l'International Society for Infectious Disease, la Société internationale des maladies infectieuses, ICID. ICID est impliqué là, dans les histoires de simulation de pandémie et des trucs comme ça. Je n'avais jamais entendu parler de ProMed.
Alors, je suis allée voir c'est qui ProMed parce que je me disais, ben, si l'OMS s'est fié sur les médias sociaux et les médias, j'imagine que l'autre source, ça doit être un petit peu plus fiable. Genre, ProMed, ça doit être des pros de la médecine. Mais non, c'est un programme de surveillance. La surveillance. Les caméras. Programme de surveillance. Puis là, checker ça. Ou bien il m'en manque des morceaux, ou bien il y a quelqu'un qui ment quelque part. Parce que comme je dis, on peut flyer dans la vie, mais il faut flyer groundé. Là, il y a des bouts qui ne sont pas groundés ici dans l'histoire. Alors, lancé en 1994 en tant que service Internet, un service Internet lancé en 1994. Moi, j'étais enceinte de mon fils en 2000, puis on a eu le premier ordinateur à la maison. Fait que, Internet existait avant ça, là. Mais là, on parle d'un système de surveillance. Donc, ça prend des caméras et des satellites faire ça, là. Un système de surveillance Internet qui est accessible au public. Donc, c'était qui le public qui avait Internet en 1994? En tout cas, moi, ça ne cadre pas. Pour identifier les événements de santé inhabituels liés aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes et aux toxines affectant les humains, les animaux et les plantes. Ça, c'est un autre point très intéressant à vous rappeler parce que dans le fameux traité des pandémies que l'OMS essaie de faire ingurgiter aux 194 pays membres, on nous parle de cette approche intégrée en santé qu'ils appellent One Health. Et sous le couvert de One Health, qui est donc cette philosophie qui rejoint le Forum Machin, l'OMS, les Nations Unies, toujours dans le but d'atteindre les buts du développement durable, eh bien, on a cette approche intégrée de One Health. Et One Health, ça inclut non seulement les potentielles pandémies, mais tout ce qui peut nous affecter parce qu'on dit, ben, on est tous les habitants de la même planète, puis on est tous reliés. Fait que, il n'y a pas juste les pandémies qui font l'objet du traité des pandémies, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que la sécheresse d'une région ou un tsunami d'une autre région ou la disparition d'une espèce de plante ou la disparition d'une espèce animale ou une maladie qui affecte une plante ou un animal, dans ce concept de One Health, on pourrait décider qu'il y a matière à pandémie. Et à partir du moment qu'on décide, pas on, vous et moi, là, évidemment, et même pas on, le gouvernement canadien, le gouvernement. Non, non, non. Le groupe d'experts de l'OMS. On l'a dit, là, c'est qui le principal contributeur financier de l'OMS? Apparemment que l'Allemagne a pris le devant sur le monsieur Billy Boy, mais sinon, il est le deuxième plus important donateur. Donc, comme je dis tout le temps, ben, c'est toi qui payes l'orchestre, c'est toi qui choisis la musique. T'sais? Fait que si la gang décide qu'il y a une pandémie, ça n'a pas besoin d'être une infection qui peut toucher tous les pays. Comme je disais, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être quelque chose qui décime les, les sauterelles jaunes du Grand Sahara, là, je dis n'importe quoi. Mais ils peuvent, sur cette base-là, donc décider qu'on a une pandémie et mettre des mesures en place. Donc, ProMed, système de surveillance Internet mis en place en 1994. On dit que c'est le plus grand système accessible au public qui effectue des rapports mondiaux sur les épidémies de maladies infectieuses. Alors moi, là, dont c'est le métier, parce que en tant qu'anthropologue médical, c'est ça que je fais, puis je fais des recherches, là, je ne savais pas que ça existait. C'est apparemment accessible au public. C'est intéressant. On nous dit qu'il s'agit, ça provient du site de ProMed, d'une source d'information essentielle utilisée quotidiennement par les responsables internationaux de la santé publique, les responsables gouvernementaux, les médecins, les vétérinaires, les chercheurs, les entreprises privées, les journalistes et le grand public qui fournissent des rapports en temps opportun ou en temps réel sur les agents pathogènes émergents importants et leurs vecteurs en utilisant une approche One Health. D'abord, le concept de One Health, ça n'a pas sorti en 1994. Ça vient de sortir depuis qu'on parle du pacte
traiter des pandémies. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui s'est trompé dans ses dates et qui ne dit pas la vérité. Et regardez qu'est-ce qu'on nous dit. Les rapports sont produits et commentés par une équipe mondiale, multidisciplinaire d'experts en la matière, de modérateurs, fact-checkers, modérateurs, dans divers domaines, notamment la virologie, la parasitologie, l'épidémiologie, l'entomologie, c'est les études des insectes, les maladies vétérinaires et végétales. Donc, disparition d'une plante, ça pourrait être considéré comme un motif à fermer les frontières. Si eux autres le décident, c'est eux autres l'entité. On nous dit que ProMed fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et compte des abonnés dans presque tous les pays du monde. Et ils ont des experts qui proviennent aussi d'une cinquantaine de pays. Donc, ProMed, qui existe supposément depuis 1994 comme site de surveillance accessible à tout le monde. Internet, avant Internet. Moi, quand je lisais la définition de ProMed, ça m'a fait penser à autre chose. Vous vous rappelez peut-être que je vous avais fait un live Santé sans censure sur « Il nous prépare une autre pandémie ». Puis, je vous en avais fait un aussi sur Billy Boy et son plus récent livre qui s'appelle « How to Prevent the Next Pandemic », comment prévenir la prochaine pandémie. Il ne faut pas sous-estimer le fait que juste avant la plus récente pandémie, ils avaient eu leur événement de simulation dans les mois qui ont précédé. Donc, quand un gars comme ça, qui est le deuxième ou le plus grand contributeur financier à l'OMS, nous parle de prochaine pandémie, il faut écouter. Donc, une des pierres angulaires là, de la philosophie de Billy Boy, c'est qu'il nous dit qu'on a besoin d'une organisation permanente d'experts qui sont entièrement rémunérés et prêts à mettre en place une réponse coordonnée à une épidémie dangereuse à tout moment. Et il propose que nous appelons ce groupe l'équipe GERM. GERM comme Global Epidemic Response and Mobilization. Comme Blockbuster. Alors, c'est pas l'équipe Blockbuster, c'est l'équipe GERM de Billy Boy. Alors, eux autres sont sur le payroll 24 sur 24. Puis leur job, c'est quoi? C'est de chercher des épidémies potentielles. Alors, imaginez-vous que vous êtes payé à plein temps un gros salaire de chercheur pour chercher des potentielles épidémies. Bien, je ne sais pas, là, mais exemple, si toi, tu fais, je ne sais pas, de l'extermination, puis que sur 100 jobs qu'on t'envoie pour résoudre les infestations, tu n'as pas trouvé jamais aucun insecte. D'après moi, il y a des risques qu'on te remplace. Donc, si tu es un chercheur payé par Billy Boy pour faire partie du Joint Team, bien, d'après moi, tu as intérêt à en trouver des infections potentielles. Donc, il veut son Germ Team. L'équipe du Germ serait composée de personnes du monde entier, comme ProMed, qui ont un large éventail d'expertise. Épidémiologie, génétique. La différence avec ProMed, système de données, diplomatie, réponse rapide, logistique, modélisation informatique, communication. Donc, ProMed, là, qui était supposément une équipe d'experts, ben, c'était des experts de la santé. Mais regardez ici. Épidémiologie, génétique, tout le restant, c'est quoi? Sur son Germ Team, c'est des experts en quoi? En système de données, en logistique, en modélisation informatique, en communication, en diplomatie. Ce n'est pas des experts en santé. On l'a vu, qu'est-ce que ça a donné, les modèles? Durant la pandémie, bien là, il veut une équipe à plein temps qui va être payée avec le 5 du produit national brut de chacun des 194 pays signataires membres de l'OMS pour son Germ Team, qui va chercher des épidémies potentielles ou des catastrophes naturelles ou des maladies d'insectes ou des maladies de plantes.
à partir de leur modèle informatique, ou quand un pays n'aura pas répondu aux pressions diplomatiques, parce qu'on l'a dit, là, il va y avoir des spécialistes de la diplomatie. Il dit, ben, quand ils ne seront pas là, en train de travailler activement sur le terrain, donc les 3-4 jours par année qu'on n'aura pas trouvé une épidémie quelque part, là, ben, ils pourraient rester dans des agences de santé publique de leur pays respectif comme port d'attache. Un port d'attache, là, c'est les bateaux qui sont en haute mer qui ont un port d'attache. Hein? Quand tu as un pied à terre quelque part, ça veut dire que tu n'es pas là souvent. Fait que moi, des experts en modélisation qui cherchent des bébites puis des maladies, là, puis qui ont un port d'attache, je trouve pas ça bien rassurant. Puis sinon, ben, il pourrait être dans les bureaux régionaux de l'OMS et de son siège à Genève. Fait que Billy Boy, il n'avait pas assez de caler les shots à l'OMS en étant le principal donateur ou le deuxième principal. Il va carrément infiltrer en mettant les chercheurs de son Germ Team, c'est à lui l'orchestre, il choisit les musiciens, pour aller décider quand est-ce qu'il y a lieu de dire qu'il y a une pandémie. Puis là, si on regarde ce qui se passe, c'est d'autant plus préoccupant, mais je vais finir là-dessus. Il parle longuement de ça, si vous voulez en savoir plus sur le Germ Team, là, il y a une conférence TED qui a pratiquement dédiée à ça. Alors, Billy Boy nous dit, voici comment fonctionnerait le Germ Team. Alors, les experts en surveillance des maladies de l'équipe rechercheraient des épidémies potentielles. Alors, ils vont-tu faire comme supposément ProMed vient de faire? Tu sais, ProMed qui existe supposément depuis 1994, mais qu'en 1994, il n'y avait pas d'Internet, puis de satellite, puis de 5G pour surveiller en temps réel, là. Ils surveillaient quoi, puis il était accessible au public comment, là? Puis en tout cas, je trouve que le modèle d'affaires, il ressemble beaucoup au Germ Team. Puis on n'avait jamais entendu parler avant qu'il conseille à l'OMS maintenant d'aller fouiller sur ce qui se passait en Chine. Enfin, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas vous autres, là. Moi, je trouve que c'est beaucoup de coïncidences. Puis il y a des chiffres d'un date qui ne fitent pas, le narratif. Alors, les chercheurs de Billy Boy, du Germ Team, ils cherchent des épidémies. Tu sais quoi, là, tu es un chercheur de haut niveau, puis 8 heures par jour, tu es assis en train de regarder s'il y a des lumières qui s'allument sur ta caméra parce qu'il y a un enfant qui a une perfusion dans le nord de la Chine. C'est ça qu'il prétend. Une fois qu'il va avoir repéré, le Germ devrait avoir la capacité de déclarer une épidémie. Donc, si vous vous demandez d'où ça sort, le pacte des épidémies de l'OMS ou le traité, bien, ça part de là. Parce qu'à l'heure actuelle, l'OMS, c'est un organisme de coordination. Ce n'est pas un organisme qui avait un pouvoir décisionnaire. Ce n'est pas de l'exécutif. Ils ont une branche exécutive, mais c'est un comité de coordination puis d'échange d'informations entre les pays. Les gens pensent que c'est bourré d'experts. À l'OMS, ce n'est pas le cas. C'est une unité de coordination des pays. Alors là, pour donner un pouvoir à l'OMS, il fallait changer les règlements internationaux, ce qui a été fait, comme aux États-Unis, ça a passé, comme tu parles d'en voir. Et il faut faire le traité des pandémies auxquelles devraient normalement adhérer tous les pays par mai 2024. Alors, si ça passe, parce que si les pays ne disent pas explicitement qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils ne se retirent pas de l'OMS, le traité va passer. Et si le traité passe, bien, quand le Germ Team va décider qu'il y a des enfants dans le nord de la Chine qui reçoivent des perfusions, peut-être de vitamine C, puis qu'il y a une file qui attend devant l'hôpital parce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça sur les médias sociaux, bien, il pourrait décider qu'il y a une alerte. Fait que là, en ce moment, ils n'ont pas encore ce pouvoir-là parce que le traité n'est pas encore passé. C'est mai 2024. Qu'est-ce qu'ils font? Une hypothèse, hein, je n'ai pas de preuve. Mais comme ProMed, on ne connaissait pas ça, puis que ça a pas mal le même mécanisme que ce que nous décrit Billy Boy pour son Germ Team, on dirait que c'est une simulation. Appelez-moi complotiste.
Puis on dirait que c'est une simulation. On dirait que c'est ça qu'ils ont fait avec leurs modérateurs, puis leurs modélisateurs, puis le gens qui scannent les internets pour des dangers potentiels. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des communiqués de presse. Ils ont mis l'OMS dans le coup. C'était pas dur, c'est la même gang. Puis là, les communiqués de presse sont distribués un peu partout. Puis là, sur la base de ces communiqués-là, les pays paniquent, puis ils veulent fermer les frontières avec la Chine. Mais quand tu es dans une guerre avec la Chine, parce que la Chine fait partie des BRICS et tu t'appelles des États-Unis, puis tu es en train de perdre ton hégémonie sur le pétrole, sur un paquet d'affaires dans le monde, puis que là, ta guerre en Ukraine, puis que ta guerre au Moyen-Orient est pas mal capote, là. Ben, il faut peut-être que tu essaies une autre stratégie pour nuire à la Chine, hein. Puis comme par hasard, il y a des élections présidentielles qui s'en viennent aux États-Unis. Presque 4 ans jour pour jour avec la dernière chance. Donc, on dirait que c'est une simulation pour le modèle de germ que Billy Boy veut avoir. Donc, je continue avec comment il voudrait que ça marche. Alors, les experts de chacun des pays qui ont la capacité de déclarer une épidémie. Alors, grâce aux modifications sur les règlements internationaux et sur le traité des pandémies, ben, ils vont avoir la capacité de déclarer l'épidémie. Et là, ils vont faire quoi? Écoutez bien ça. Ils vont travailler avec les gouvernements nationaux et la Banque mondiale. La Banque mondiale, ça, c'est l'entité qui finance les pays du tiers-monde, d'habitude, mais qui est fait chanter. Tu sais, comme Trudeau qui vient d'essayer de signer un accord de libre-échange avec l'Ukraine, qui est en train d'essayer de se remonter ou de sortir d'une guerre, qui n'ont pas rien à offrir dans le moment, là. Évidemment, il y a une petite clause, hein, quand tu fais affaire avec le Canada maintenant, que tu vas respecter toute l'idéologie woke de notre premier ministre sur les transgenres, puis sur respecter les émissions carbone, puis tout le machin. Hein? Alors, c'est une manière d'imposer l'idéologie woke aux pays qui adhèrent pas systématiquement. Donc, en impliquant la Banque mondiale là-dedans, ben avant, c'était grâce à des guerres, tu fais sauter un pays, puis tu dis, on va te prêter de l'argent pour reconstruire tes ponts et tes hôpitaux. Mais, vu que c'est nous autres qui est propriétaire, ben voici les règlements maintenant. Tu es obligé d'adhérer aux stratégies des Nations unies et blablabla. Et là, en plus de ça, après, qu'est-ce qui arrive? Les spécialistes de Billy Boy, grâce au traité des pandémies, peuvent déclarer des épidémies, puis vont collaborer avec les gouvernements. Ils vont collaborer à faire quoi? Eh bien, nous dit Billy Boy, des experts en développement de produits. Pas les épidémiologistes, pas les naturopathes qui pourraient nous dire quoi faire pour supporter l'immunité naturelle, même si on sait maintenant que c'est ça qui est supérieur puis qui était supérieur dans la pandémie, puis qui pourraient nous dire quelle vitamine pourrait nous aider. Non, des spécialistes en développement de produits conseilleraient les gouvernements et les entreprises sur les médicaments et les vaccins les plus prioritaires. Donc, son Germ Team, là, qui va contrôler ce qui se passe dans les pays, qui va prendre de l'argent de la Banque mondiale pour imposer ses conditions, va après ça mettre des spécialistes en développement de produits pour dire au gouvernement, voici les injections et les médicaments dont vous avez besoin. Et là, si le traité des pandémies passe, les gouvernements n'auront pas le choix parce qu'il va y avoir maintenant des sanctions. À l'heure actuelle, quand l'OMS recommande quelque chose, c'est sur une base volontaire. Le pays peut ou ne peut pas adhérer aux recommandations. Mais si le traité des pandémies passe, les pays membres devront absolument mettre en place les recommandations. Il y a maintenant un poids légal à ces recommandations, passible de sanctions. Donc, si le Germ Team décide que
le Canada doit injecter sa population en entier, d'injections dans lesquelles les tsunamis ont de l'argent à gagner, évidemment, hein, sur la base d'un modèle informatique développé par eux autres et contrôlé par eux autres, eh bien, le Canada devrait l'imposer. Et comment on va le savoir si c'est imposé? Grâce à l'identité numérique. Votre carnet d'injection fait partie de l'identité numérique qui va être lié avec votre compte de banque grâce à la monnaie numérique. Et donc, les citoyens qui n'obéissent pas vont avoir leur compte de banque bloqué, leur accès à leurs médias sociaux ou à Internet bloqué. Vous avez vu, je vous ai parlé dernièrement de l'État de New York qui vient de passer une loi qui rend la santé publique capable de rentrer chez vous avec les forces de l'ordre pour vous amener dans un camp d'internement pour le bien public sans même vous passer un test pour savoir si vous êtes contagieux à quoi que ce soit et ils peuvent vous garder interné pour une durée indéterminée. Alors, ça a passé dans l'État de New York. On est à 1h30 à Montréal de New York. Non, excusez, à 1h30 de la frontière, 6 heures. Je perds ma géographie canadienne. Mais c'est pour vous dire que quand il arrive des choses aux États-Unis, on ne suit pas loin derrière. Alors, c'est extrêmement important et extrêmement préoccupant. On doit suivre cette histoire de près et on doit s'impliquer pour mettre des pressions sur les gouvernements pour qu'on n'adhère pas à ce traité des pandémies. Parce que les experts en développement de produits vont conseiller les gouvernements. C'est eux qui vont mener la game. C'est-tu pas parfait pour un gars qui investit dans tous les laboratoires pharmaceutiques? Après ça, après, donc, les experts en développement de produits, il faut remarquer que je ne vous ai pas parlé de médecins, d'épidémiologistes, mais de rien de ça. Là. De toute façon, le plus grand épidémiologiste, c'est Didier Raoult, puis regardez comment ils l'ont traité. Fait qu'on voit bien que ce n'est pas une question de santé publique. Donc, après que les experts en développement de produits ont conseillé les gouvernements sur les médicaments et les vaccins, et ça, là, ça se trouve, vous faites une recherche sur Gates, Germ Team, vous allez trouver tout ce que je vous dis là. Après ça, c'est les modélisateurs numériques qui rentrent en jeu. Ils vont coordonner le travail des modélisateurs du monde entier. Donc, la gang d'informaticiens du Germ Team, c'est eux autres qui vont coller la shot pour tout le monde. Et l'équipe va aider à créer et à coordonner les réponses. Par exemple, comment et quand mettre en œuvre les fermetures de frontières? Et recommanderait le port du masque. Alors, Billy Boy, dans son Germ Team sur lequel il fantasme quand il se couche le soir, il y a des milliards d'individus masqués qui se font injecter. Alors, qui se font injecter, je comprends, parce qu'il y a de l'argent à gagner, il est impliqué au bout d'un laboratoire de Big Pharma, mais c'est quoi son fantasme de gens masqués? C'est quoi cette histoire que l'OMS dit encore aux Chinois de se masquer, puis que Billy Boy prend même la peine de mettre ça dans voici comment ça marcherait, voici mon fantasme hein, d'oligarche, de hyper millionnaire qui était en manque de contrôle et qui est un mégalomane fini qui va avoir l'impression de sauver le monde, hein, qui n'a pas pu mettre un antivirus pour sauver les ordinateurs, mais là, il veut injecter les 8,2 milliards d'humains à répétition, puis contrôler les injections avec l'identité numérique. Alors, dans son fantasme d'oligarche malade, on est tous des beaux petits masques qui ne servent à rien, sauf propager encore plus les infections. Je ne sais pas, mais moi, ça me fait peur. Pas la maladie, mais le fait qu'un malade mental qui n'a pas été élu par personne soit en train de manigancer quelque chose qui va avoir un impact sur la vie des 8,2 milliards d'humains sur la planète Terre. Ils ont manqué à peu près leur coup avec la pandémie, mais c'était 101. Ils sont en train de colmater les fuites. Donc là, comme je vous dis, c'est mon hypothèse. Je n'ai pas la preuve de ce que je vous avance pour ce bout-là. Tout le restant, c'est baqué. Le bout où je pense que cette histoire de ProMed, qui a initié la demande à l'OMS d'aller
fouiller qu'est-ce qui se passait chez les Chinois. C'est un bêta testing du Germ Team de Billy Boy, qui donc, en prenant de l'information sur les médias sociaux, sur les médias, va chercher une demande à l'OMS. L'OMS s'en va investiguer la Chine et lorsque les différents pays se rendent compte de ça, puis c'est peut-être même eux autres qui ont envoyé les communiqués de presse aux journalistes aux différents pays pour leur dire: ah, voici, l'OMS est en train d'investiguer la Chine. Puis comme les nouvelles, ben, c'est ça qu'ils veulent, dire des nouvelles, ben, ils se sont emparés de cette nouvelle-là sans aller chercher plus loin. Comment ça se fait que c'est moi qui parle de ProMed? Comment ça se fait que c'est moi qui fais l'analogie avec le Germ Team de rêve de Billy Boy? Puis tu sais, ce qui est super intéressant aussi, c'est que quand on va voir dans tout ce que Billy Boy a fait sur son livre de How to Prevent the Next Pandemic, quand il parle de comment serait son Germ Team, il mentionne qu'il n'y a aucune entité à l'heure actuelle qui fait cette espèce de réponse coordonnée en cas de risque de pandémie. Alors, comment ça se fait qu'il n'y a pas juste moi qui ne connaissais pas ProMed, qui existe supposément depuis 1994, puis qui est accessible à tout le monde, puis qui fait de la recherche, mais que Billy Boy non plus les connaissait pas, tu sais. Puis là, sur les membres, parce que je n'ai pas été capable de trouver les sources de financement de ProMed, c'est financé en partie par des dons du public. Là. Tu ne peux pas coordonner une équipe de 60 experts internationaux avec des dons du public. Là. Donc, leurs sources de financement n'apparaissent pas nulle part, mais dans les membres d'experts, tu retrouves plusieurs personnes qui ont déjà travaillé avec la Fondation de Billy Boy, qui ont déjà travaillé à l'OMS. Bon, tu vas me dire que quand tu es un scientifiques de haut niveau, mais dans la plupart des cas, c'est même pas des scientifiques de haut niveau. On l'a vu, là, des modélisateurs, des politiciens, tout ça. Ben, probablement que tu travailles dans le même clic, c'est un peu normal. Mais c'est pas normal, selon moi, que quand Billy Boy dit qu'il n'y a pas d'entité comme ça qui existe, puis c'est pour ça qu'il faut en faire une, puis ProMed dit qu'ils sont là depuis 1994, puis qu'il y a des employés qui sont passés d'une place à l'autre dans le même clic. Puis il n'y a pas juste Chantanan qui ne connaissait pas ProMed, mais Billy Boy non plus ne connaît pas ProMed, apparemment. Quelque chose qui ne fait pas dans le narratif. Donc, ça, quand on sait qu'ils sont en train de concocter un traité des pandémies et qu'on voit que tout simplement sur la base de photos qui ont été partagées sur les médias sociaux, de vidéos qui ont été partagées dans des médias dans le nord de la Chine, qu'on a pu déclencher l'OMS et que tout ça a déclenché un tollé de réactions internationales avec les implications monstres, le fait de vouloir fermer la frontière avec la Chine. Écoutez, c'est comme ça qu'on a commencé la dernière fois, puis vous vous rappelez ce qui s'est passé. Quand on met ça avec le fait qu'on est encore en période de préélection pour les États-Unis, quand on met ça avec le fait qu'il y a un traité qui s'en vient, qui sera déposé en mai 2024, il faut réagir. Il y a plusieurs pétitions qui circulent à l'heure actuelle dans plusieurs pays du monde qui demandent à leur gouvernement de retirer l'appui à l'OMS ou à tout le moins de ne pas accepter, de ne pas signer ce traité qui sera passé de facto si les gouvernements ne se retirent pas consciemment. Donc, du traité des pandémies. Je ne comprends pas non plus comment cet homme arrive à créer de la viande Frankenstein, injecter les bovins avec des trucs à ARN messager, à lâcher dans la nature des moustiques transgéniques qui ont la capacité d'injecter des choses. Pour l'instant, le test se faisait sur une injection contre la malaria. Mais quelles sont les preuves qu'on a qu'on ne met pas d'autres injections avec ça? Qu'il a la capacité, appuyée par la communauté européenne et les Nations unies, de bloquer les particules du soleil. Comment en est-on arrivé à laisser à un malade mental
autant de pouvoir sur la planète en entier. Là, à un moment donné, là, il va falloir qu'il y ait des gens qui se réveillent. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se réveillent et qu'on dise que ça suffit. Parce que là, logiquement, il va falloir comprendre qu'il y a pas mal plus d'Indiens dans la troupe que de chefs dans le bateau, là. À un moment donné, il va falloir qu'on dise ça suffit. Parce qu'il y a des trucs comme ça qui vont être irréversibles et qu'une fois qu'on va nous avoir mis ces prisons digitales que sont l'identité numérique, les villes 15 minutes, la monnaie centrale digitalisée, ça va être très, très, très difficile de s'en sortir. Une fois qu'on a modifié l'ADN, c'est irréversible. Alors, il est comme minuit moins une, là. Ça fait des années que je parle de géopolitique. Ça fait 3 ans que j'en parle de manière beaucoup plus intensive, même presque 4. Quand j'étais toute seule à prêcher dans le désert, puis que j'étais pas très connue à part dans mon milieu, je peux comprendre. Mais là, quand on fait des trucs, qu'on a des milliers de followers, qu'on est plusieurs à dire les mêmes choses, que toute notre gang, qu'on est censuré constamment, qu'on est shadow banné, qu'on est en exil, considéré persona non grata un peu partout, on a tous le même message. On peut pas tous être fous dans le même sens, là, tu sais, là. À un moment donné, il va falloir que la gang qui sont assis à la clôture, qui se sont fait injecter, mais sans trop y croire au narratif ou qui ont allumé après, là, à un moment donné, il va falloir qu'on ait une masse critique puis qu'on décide de passer à l'action. Parce que là, ils nous enlèvent aussi les produits de santé naturels, ils nous enlèvent le moyen de communiquer ensemble, ils vont nous enlever nos moyens de transport, nos moyens économiques, pour qu'on soit de plus en plus comme des souris pris dans une souricière. Alors, ça va être quoi le point de bascule? C'est quand on n'aura plus de marge de manœuvre ou on va se réveiller avant. On arrive en janvier. Le mois de mai, c'est dans 5 mois. Si on veut demander au gouvernement de ne pas adhérer à ce traité, au moins dans la formule actuelle, il faut qu'on fasse des gestes concrets. Il faut signer ces pétitions. Je mettrai le lien, il y en a une qui circule au Canada, je mettrai le lien sur mon mur, j'aurais dû le mettre dans l'entête, mais j'ai manqué de temps. Signez la pétition. Il ne faut absolument pas que ce traité passe. Ça fait 1 an que je vous en parle, mais là, il est vraiment minuit moins une parce qu'on voit que grâce à une entité comme ProMed, on est en train de créer une paranoïa, une anxiété mondiale sans fondement. Encore une fois, sans aucun appui scientifique, comme ça a été fait la dernière fois. Alors, on a 4 ans d'expérience, à savoir qu'ils nous mentent, à savoir qu'ils n'ont pas notre meilleur intérêt à cœur. Qu'est-ce que ça va nous prendre de plus pour qu'on agisse? Alors, il faut faire l'effort de signer cette pétition dans un premier temps et il faut surtout, surtout, surtout ne pas embarquer dans cette prochaine psychose collective de masse orchestrée qui sont en train de nous préparer. Partagez ma vidéo, partagez les vidéos des autres lanceurs d'alerte qui vous donnent de l'information référencée pour que les gens comprennent que c'est encore une manigance qui part sur absolument rien de fondé scientifiquement et qui est une tentative de récupérer du pouvoir et de l'argent, comme c'est le cas à chaque fois. Vous savez que Pfizer, Moderna sont en chute libre. Les gens ont grandement diminué l'adhérence aux booster shots. Alors là, il faut trouver d'autres moyens de renflouer les coffres et il faut surtout trouver le moyen de reprendre le contrôle sur le narratif. Et quel meilleur moyen que de susciter la peur? On est toujours dans le même modèle de réaction, solution, hein, et contrôle. Et à chaque fois, on pousse les richesses un peu plus vers le haut, on leur donne un petit peu plus de contrôle et on perd un petit peu plus de droits humains. C'est ça, à chaque fois, le narratif. Et on semble ne pas apprendre de nos erreurs. Alors là-dessus, Gab,
Je sais que c'est de l'information qui est un petit peu difficile à absorber. En même temps, on dit toujours qu'un homme informé en vaut deux. Ça vaut pour les femmes aussi. Donc, soyons les lumières qui brisent l'obscurité. Essayons d'expliquer aux gens que ce qui se passe en ce moment, il n'y a aucune matière à paniquer. C'est quand même une bonne nouvelle, qu'il n'y a pas une vraie pandémie à nos portes. Et d'inciter les gens aussi à signer la pétition qui demande au gouvernement canadien de ne pas adhérer au traité de l'Ouest. Là-dessus, je vous dis bonsoir et on se retrouve vendredi soir à 20h, 19h, 19h pour on a une heure de différence, alors c'est pour ça que je me suis mêlée. C'est à 19h pour un autre épisode de Santé sans censure. Reste en santé cette semaine.